45 000 milliards de dollars, on ne se rend plus compte de ce à quoi ça correspond. C'est ce que pèse aujourd'hui, enfin fin 2016 pour être précis, le shadow banking, la finance de l'ombre, la finance parallèle selon le Conseil de stabilité financière, organisme mandaté, on le rappelle, par le G20. Un chiffre colossal qui a de quoi en apparence comme ça inquiéter. On voit ça avec Mathieu Plane. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Alors encore une fois, l'appellation n'est pas très heureuse de shadow banking, à ce côté, voilà, finance de l'ombre, cachée, on peut appeler ça finance parallèle aussi, finance non régulée, donc un peu mauvaise presse, c'est souvent un petit peu mal vu. Déjà, de quoi est-ce qu'on parle? En fait, on parle de tout ce qui est non-banque, qui fait des prêts à l'économie. En gros, c'est quoi, si j'ai bien compris? Ce sont des fonds d'investissement, hedge funds, fonds obligataires, fonds immobiliers, des non-banques qui prêtent à l'économie, c'est ça? C'est ça qui fait peur à tout le monde? C'est pas exactement ça. D'ailleurs, le périmètre du shadow banking n'est pas extrêmement clair. Le shadow banking, enfin tel qu'il est défini par le Conseil de stabilité financière, qui met en place justement cette surveillance, c'est finalement la finance, ils appellent ça plutôt la finance parallèle, des activités financières bancaires justement. Bancaires parce que vous avez toute une partie qui peut être de l'activité financière non bancaire, type les assureurs par exemple. Mais là, on prend les activités financières bancaires, mais qui ne sont pas régulées, c'est leur bilan. Et donc là-dedans… Activités financières bancaires? Activités financières bancaires, mais non régulées. C'est-à-dire, vous allez avoir… Une banque peut prêter sans être par exemple, régulée. dans la banque d'investissement, vous pouvez avoir du shadow banking. Si vous faites, par exemple, dans les fonds monétaires, dans des fonds obligataires… Donc c'est plus large que ce que je dis là. C'est plus large, voilà. Par exemple, vous avez aussi toutes les opérations de titrisation, les courtiers. Vont être dans le shadow banking. Et après, vous avez, donc ça représente, c'est ce que vous disiez, les 45 000 milliards. Ah, c'est ça les 45 000 milliards. Donc ça, c'est 13% des actifs totaux financiers. Mais si on élargit le périmètre, on voit qu'on n'est pas loin du shadow banking aussi quand on parle d'autres types d'opérations, sur le capital risque typiquement, sur tout ce que font les assureurs. Les assureurs, par exemple, les assureurs qui vont faire de l'investissement, typiquement, sont aussi assez proches du shadow banking, sauf que ce n'est pas de la banque. Et donc, ils ne vont pas être considérés au sens strict comme du shadow banking. Mais en revanche, vont être quand même sur surveillance. On voit par exemple, et notamment c'est pour ça que ça inquiète, le shadow banking, c'est que typiquement la crise de 2008 est en partie due à cette mauvaise régulation du shadow banking. Et on le voit par exemple avec l'histoire de la titrisation. La titrisation peut rentrer dans le shadow banking. C'est du hors bilan, c'est-à-dire qu'elle n'est pas soumise aux règles de régulation de la banque. Mais ce n'est pas un prêt, je réfléchis. Ah bah si. Ah si, ça dépend. C'est une forme de contournement du prêt, c'est ça le problème. C'est-à-dire que la banque va être régulée, elle a des dépôts en face des prêts, des ratios prudentiels. On voit que le problème de la titrisation, c'était une forme de prêt immobilier, mais qui n'était pas soumis à des règles prudentielles de crédit classiques. C'est-à-dire qu'il était titrisé et donc sorti du bilan. Et donc les banques étaient beaucoup plus exposées au risque que ce que donnait la simple lecture du bilan. Donc à vous écouter, il y aurait un bon shadow banking, une bonne finance parallèle et une mauvaise finance parallèle? C'est-à-dire qu'en soi, la finance… Et encore, pardon, je vous coupe, mais le Conseil de stabilité financière, il s'intéresse quelque part à la bonne, puisque… Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que oui, on ne peut pas jeter à la poubelle tout le shadow banking. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est nécessaire, qui est en fait parallèle à l'activité de prêt bancaire classique. Et c'est ce que dit d'ailleurs le Conseil de stabilité financière en disant effectivement que c'était bon pour l'économie, que c'était assez sain. Il y a des types de financement offre alternative utile au crédit bancaire qui contribue à soutenir l'économie. C'est ce que dit Mike Carney, qui est le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui est le président donc, du Conseil de stabilité financière. Exactement. Voilà, effectivement, d'avoir des financements alternatifs dans une économie, c'est plutôt intéressant. Par exemple, le crowdfunding et du shadow banking. Est-ce que le crowdfunding est acheté à la poubelle? Non, pas forcément. Donc le problème, c'est effectivement son augmentation très importante et le problème de la traçabilité. On voit que, par exemple, une grande partie de ces fonds, par exemple dans les hedge funds, sont, par exemple, aux îles Caïmans. Voilà. C'est ce qui pose quand même un problème. C'est-à-dire que 10%. Le poids de l'activité du shadow banking aux îles Caïmans par rapport à l'activité traditionnelle est énorme. C'est vrai aussi en Irlande, par exemple. En revanche, ça a diminué aux États-Unis. C'est vrai que l'activité, depuis la crise des subprimes, il y a eu quand même des efforts de régulation qui ont été faits de ce côté-là. Et on voit que le poids, même s'il reste premier, les États-Unis sont les premiers dans le shadow banking, est passé, ils étaient pratiquement avant crise à 50% du shadow banking mondial. Aujourd'hui, ils sont plutôt à 30%. Et par contre, vous avez effectivement ce qu'on dit les îles Caïmans qui restent très élevés.
et l'émergence de la Chine aussi sur ce type de... Mais c'est une question géographique ou c'est une question d'acteurs? Encore une fois, il y a des acteurs dans la finance parallèle qui apparemment poseraient peut-être moins de problèmes que d'autres. Et quel est le problème de fond? En quoi c'est problématique qu'il y ait des prêts, encore une fois, non bancaires qui se développent? Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on voit qu'on n'a pas un système unifié de régulation mondiale là-dessus. Donc, effectivement, on peut imaginer que faire du hors-bilan aux îles Caïmans a un intérêt pour certains acteurs, beaucoup plus que de le faire, par exemple, en France. Rien à voir avec l'idée d'évasion fiscale, on n'est pas, on n'est pas dans l'évasion fiscale, mais par contre, sujet, on est sur effectivement la régulation, Enfin, tout ça est quand même assez complexe et parfois un peu trouble. Non, mais pardon, j'ai envie de comprendre quels sont les acteurs, encore une fois, qui sont mal de la finance de l'ombre, qui sont mal régulés et qui ne prêtent pas avec le même niveau, encore une fois, de fonds propres, de contraintes réglementaires. Quels sont ceux qui posent problème là-dedans? Cet ensemble qui est un magma assez hétéroclite. Comme vous avez un magma qui est très important, donc vous avez tous les fonds d'investissement. C'est eux le problème? Alors, dans les fonds d'investissement, vous avez des hedge funds, vous avez d'autres types de fonds d'investissement. Vous avez ce qu'on dit les fonds de titrisation, par exemple, qui existent aussi. Il y a les courtiers, il y a un certain nombre d'acteurs. Il y a tous les produits dérivés aussi qui existent. Le problème, ce n'est pas tellement leur existence, c'est le fait qu'ils ne sont pas soumis à des ratios prudentiels. Et par exemple, si vous avez un ratio prudentiel, c'est le fait que, par exemple, vous avez des dépôts ou des liquidités en risque de défaut face à un prêt, par exemple. Et donc, vous êtes couvert face à ce prêt. Là, on voit que le problème de ça, c'est la transmission à l'économie réelle. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, c'est pas grave au fond, le shadow banking. Le risque, il y a deux risques pour moi. C'est qu'en retournement de marché financier, en fait, vous n'avez pas de sécurité face à ça. C'est-à-dire que les fonds peuvent faire faillite. Alors, par exemple, c'est LTCM en 98. Oh, c'était il y a 20 ans, ça. Oui, mais c'est quand même LTCM, c'était un hedge fund. Ouais. Il est dans le... Voilà. Vous avez donc... Mais c'était un hedge fund qui ne prêtait pas à l'économie, qui faisait des paris spéculatifs. Le problème, c'est pas tout à fait la même chose. Effectivement, le risque, il est là. Il est de dire, est-ce que par exemple dans les banques, vous pouvez avoir une partie de la banque qui fait de l'investissement et qui fait du shadow banking ou du hors-bilan. Est-ce qu'il y a un risque de transmission de ce shadow banking vers la banque plus universelle qui va faire du crédit? Donc il y a tous ces risques de transmission. On voit Lehman Brothers, typiquement, qui était spécialement une banque d'investissement. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'effet sur l'économie réelle et l'économie bancaire, par la titrisation justement qui est du shadow banking. Donc tous ces risques-là sont présents. Je pense que depuis effectivement la crise, il y a eu des efforts qui ont été faits de ce côté-là. Une fois de plus, on a du mal souvent à voir les risques en amont, même si effectivement il y a un certain nombre de choses qui sont faites de ce côté-là. Malgré tout, c'est souvent quand les choses se retournent qu'on voit par exemple le risque obligataire. Par exemple, le risque obligataire aujourd'hui qui existe, c'est-à-dire que les taux sont très bas, s'il y a une remontée forte des taux, les fonds obligataires se trouvent en risque. Les fonds d'investissement, s'il y a un retournement sur les marchés financiers, par exemple aux États-Unis, comment vont être exposés? Effectivement, est-ce que ça va être... mais là, le problème, c'est le problème de liquidité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les clients voulaient récupérer la mise qu'ils ont investie dans un fonds d'investissement, et le fonds serait en incapacité à rendre l'argent au client. C'est le problème de liquidité surtout, où c'est un problème de se dire finalement ces fonds d'investissement, enfin cette finance parallèle va prêter à mauvais escient, faire des mauvais prêts et donc perdre de l'argent. Oui, alors il y a ces deux choses, c'est-à-dire qu'il y a d'abord l'efficience des prêts, c'est-à-dire qu'il y a le fait que normalement cette finance parallèle n'est pas censée faire de l'activité bancaire classique, et qu'il y a eu des contournements, on le voit par la titrisation historiquement. Et puis en fait, il y a en cas de retournement de marché, assez brutal, c'est qui absorbe le risque. Qui absorbe le risque? Est-ce qu'effectivement, c'est assez isolé et neutralisé? Ou est-ce que vous avez le risque de diffusion au système bancaire traditionnel et à l'économie réelle? En fait, c'est ça la vraie difficulté. Alors, c'est vrai que les messages sont plutôt rassurants actuellement. Oui, pardon, quand on entend encore une fois le patron du Conseil de stabilité financière, encore une fois, organisme émanant du G20 qui nous dit qu'a priori, jusqu'ici, tout va bien, que c'est utile, que ça ne présente pas de risque pour la stabilité du système financier. Pourquoi tant d'inquiétude s'il n'y a pas de risque systémique? On joue à se faire peur là. Alors, est-ce qu'on joue à se faire peur? Il aurait fallu lire ce qu'on disait en 2007 aussi, ce qui était assez intéressant. Peut-être qu'on peut dire que les situations sont certainement très différentes de 2007, mais vu l'envergure, ce que ça représente, alors à minima 13% de l'ensemble des actifs financiers, 80% du PIB mondial. Donc 45 000 milliards de dollars. Si on élargit aux autres acteurs qui sont dits non bancaires, et on peut dire c'est une forme de shadow banking, on est à 30% des actifs financiers. Donc les montants sont colossaux. Et c'est ça qui est inquiétant. Et une fois de plus, avec des localisations un peu particulières, une fois de plus, la Chine est en train de monter beaucoup sur ce type de marché. Et bien sûr, les îles Caïmans ou l'Irlande. Donc il y a ces questions-là. En cas de retournement et de crise éventuelle financière, c'est qui va supporter le risque et quel est le risque de transmission de ce risque aux autres acteurs. Et là, on finit là-dessus. Dans ce cas, qui sera en première ligne parmi tous ces acteurs qui seraient exposés,
qui font de la finance parallèle, qui seraient exposés en cas de retournement des marchés? Quels sont les plus fragiles? On voit que potentiellement, il y a les fonds obligataires ou certains fonds d'investissement, les hedge funds et les fonds de couverture. Il est très difficile de savoir exactement. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire que les banques ont un intérêt à faire du hors-bilan parce qu'elles ne sont pas soumises au même ratio de liquidité, ratio prudentiel. Et donc, elles peuvent financer beaucoup plus facilement ce type d'activité. Écoutez, Mike Carnet, c'est la bonne finance de l'ombre. Et une fois de plus, vous avez de la bonne finance. C'est-à-dire que faire de l'obligataire, ce n'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire prêter à des entreprises, par exemple, imaginons des entreprises industrielles de taille intermédiaire qui ont besoin de se financer et elles vont faire des obligations. Elles vont émettre des obligations. Ça, c'est très bien pour leur financement de l'investissement. Ça permet de diversifier les sources de financement. Ça, c'est très bien. Mais après, quand on part sur des produits financiers beaucoup plus complexes, diversifiés, dérivés, dont on ne sait pas exactement l'origine, ou la risque de diffusion d'actifs toxiques, comme on a eu avec la crise des subprimes et la titrisation, là, il y a un risque beaucoup plus fort. Et c'est là que le Conseil de stabilité a un rôle à jouer, en regardant vraiment ce que contient ce shadow banking. Comme dit souvent Warren Buffett, c'est quand la mer se retire qu'on voit qui porte un slip de bain. Ça veut dire qu'il faudra attendre quelque part la prochaine correction boursière pour comprendre véritablement quels sont les acteurs qui seront en difficulté. C'est un peu là la difficulté de l'exercice. C'est effectivement de voir, d'essayer d'identifier les risques potentiels et de voir comment ils peuvent se transmettre à l'économie réelle, sachant qu'il y a, quand on voit par exemple l'histoire de 2008 avec la faillite de Lehman Brothers, derrière vous avez une crise bancaire qui est extrêmement forte, qui est liée justement à une fait que le système financier ne fonctionne plus, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de marché interbancaire. Mais qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans? Parce que les montants en jeu de la finance de l'ombre sont beaucoup plus importants aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Qu'est-ce qui a changé? Alors, on les cartographie mieux aujourd'hui. Disons qu'on sait plus où ils sont. Ouais. On sait plus où ils sont, on sait peut-être plus à quoi ils correspondent. C'est peut-être ça qui est rassurant. Mais malgré tout, je resterai assez prudent, une fois de plus, là-dessus, parce que les transmissions existent. À chaque fois, on dit c'est isolé, il n'y a pas de risque. Et en fait, on s'aperçoit que, une fois de plus, si vous évaluez mal le risque, il peut être potentiellement plus élevé et se transmettre à l'activité réelle. Et donc, là-dessus, le shadow banking peut être utile, mais il faut qu'il soit extrêmement, extrêmement régulé. Enfin, régulé. Le problème, c'est qu'il n'est pas régulé et contrôlé. Enfin, le Conseil de stabilité, en fait, a son rôle, c'est de dire… contrôler plutôt que réguler. Voilà. Et le problème, c'est qu'il n'est pas régulé, effectivement. Bon, voilà. J'espère qu'on a été clair sur donc, ce shadow banking qui fait peur, à juste titre quand même. Son poids fait forcément peur. À partir du moment où vous avez des montants de cette importance-là qui ne sont pas soumis justement à cette régulation, forcément, on peut malgré tout avoir des inquiétudes, même si, effectivement, les rapports sont plutôt rassurants. Allez, merci pour ces explications. Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et Prévision de l'OFCE. Merci. Merci.